Salut Antoine, ça va? Ouais, ça va. Dis-moi, je pensais, on n'a pas de sketch là pour notre vidéo tous les deux, non? Ah, mais c'est vrai, on n'a pas prévu de sketch. Oui, parce que du coup j'avais une idée, vu que ça a bien plu quand je t'ai imité dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je sais plus, je pensais t'imiter, tu sais, pour le sketch, genre, voilà, je parle « Salut YouTube !» et puis après je dis des tas de trucs qui servent à rien, je parle pour rien dire, en parlant des jeux de rôle, genre « Ouais, on va faire ci, on va faire ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Ah ouais? Ouais, bah moi aussi je vais t'imiter, je vais parler super vite, on comprend rien à ce que je dis, j'oublie la moitié des trucs, puis je vais courir dans tous les sens comme ça pendant 20 minutes, ouais. Ouais, bonne idée, ouais. Ouais. Ouais, du coup on va pas faire de sketch, hein. Non, non, on va pas faire de sketch, non. Ouais, pas de sketch. Mais attends là, Antoine, on a fait un sketch en fait. Ah ouais? Bon, bah voilà, on peut lancer la vidéo du vendredi. Parti. C'est parti, bonjour à vous, bienvenue dans la vidéo du vendredi. Alors on tente des nouveaux binômes à chaque fois, donc vous avez eu Antoine, Alex la semaine dernière. La semaine d'avant c'était Alex, Thomas, et maintenant c'est Antoine, Thomas. C'est parti. Alors on tente toutes les petites possibilités et combos possibles. Voilà, Antoine, pas trop fatigué? Un petit peu, il y a eu les tournages des coups de cœur que vous aurez prochainement. Exactement, c'est à ça que je voulais en venir, tu fais très bien de le dire, c'est qu'on vous a réservé une petite surprise à partir de début novembre. Vous aurez un calendrier de l'Avent ludique de notre part, c'est-à-dire que tous les jours, on aura une vidéo qui sera postée à midi sur la chaîne de Jeux des cartes Bordeaux pour vous présenter un jeu, un jeu. Et voilà, et vous en aurez 24 comme ça pourra vous donner des idées cadeaux pour Noël. Et ce sera donc des coups de cœur de l'équipe, chacun ayant choisi 4 jeux, et nous sommes 6, ça fait 6 x 4, 24, le compte est bon. Donc la vidéo peut maintenant commencer, maintenant que vous avez cette info, on va commencer tout de suite, avant que je bouffe tous mes mots. Chili Dice, c'est un jeu Yams épicé. Oh. Alors on va commencer avec quelque chose de simple mais très sympa. Si vous aimez jeter des brouettes de dés, vous en avez 6 déjà. Alors la petite particularité, c'est que vous avez des faces rouges sur chaque dé et que cette face va changer. Il y a 6 dés, il y a un dé, c'est la face 1 qui est rouge, l'autre c'est la face 2, l'autre c'est la face 3. Donc il y a possibilité de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 tout en rouge et évidemment vous vous doutez que ça va rapporter beaucoup de points. D'accord. Quel est le principe du jeu? C'est du Yams, on a une grille comme ça, alors ça c'est une partie que j'ai faite, mais on a une grille, dans ce sens-là, une grille qui va indiquer les 1, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les rouges, les suites, les paires, les chances. Donc si vous connaissez un peu le Yams, vous êtes en terrain connu. Mais la petite saveur, la petite épice, c'est qu'en fait vous avez 30 lancers pour réaliser les 10 combinaisons qu'on vous demande. Et vous pouvez les gérer comme vous voulez. À votre tour, vous pouvez jouer 10 lancers de suite pour avoir une suite. Mais il ne vous restera plus que 20 lancers pour faire le reste. Ou alors être économe, parce que tout lancer que vous n'aurez pas fait après avoir rempli vos 10 grilles, ça vous fera un point de victoire supplémentaire. Voilà, donc c'est le côté sympa du jeu, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de lancer que 3 fois comme dans le Yams, on peut lancer 4, 5, 6. Alors évidemment, si vous jouez avec des gens qui vont vous pousser un peu en stop ou encore, ils vont dire attends, tu peux lancer une 8e fois, il n'y a pas de problème, ta suite tu vas l'avoir, il te manque plus que le 4 pour faire ta suite, mais lance-le une 8e fois. Et vous allez grammer tout ça, vos petites cases, et en mode vous dire oh, j'ai cramé 10 lancers juste pour ça, mais attends, mais les prochains, il faut que j'accepte mon premier lancer direct. C'est rigolo. Les dés rouges, ils sont malins parce que quand vous faites une face rouge, vous pouvez la transformer sur la face de votre choix. D'accord. Voilà, ce qui est un petit avantage pour faire des combinaisons plus faciles, mais les dés rouges sont sympas aussi parce que si vous les gardez en tant que dés rouges, ils vont vous permettre de doubler votre score ou d'écrire votre score dans une grille qui n'est pas la grille normalement de la combinaison que vous avez faite. Ok. Voilà, c'est franchement agréable pour quiconque aime les petits jeux de dés, c'est facile à sortir avec n'importe qui parce qu'il y a ce côté Yams, mais c'est deux petits twists sympas, des faces rouges et puis des 30 lancers que vous gérez comme vous voulez, qui font que c'est un jeu qu'on a eu envie de faire au magasin. Super, ça sent le bon jeu d'ambiance. Chili Dice. Et on va tout de suite passer à la star de cette semaine. Il faut. C'était très pas péjoratif attendu pour les autres jeux que l'on va présenter, mais ce jeu-là, Nouvelle Contrée, était très attendu. Il buzzait depuis des années, peut-être 2-3 ans. Moi je me souviens, je vais juste parler un tout petit peu de mon expérience personnelle, c'est que j'avais rencontré Germain, alors je ne sais jamais dire son nom de famille, c'est Winzenschwark, quelque chose comme ça. Au Scrabble ça fait 60 points. Au moins. Mais je lui avais dit alors toi c'est quoi tes projets et tout. Il m'avait dit mais je vais faire un jeu avec des livres. On va explorer les livres de sa bibliothèque et j'ai fait un jeu là-dedans où tu vas te balader de page en page avec un marque-page et j'avais trouvé l'idée mais géniale et c'est là, c'est matérialisé sous cette boîte qui s'appelle Nouvelle Contrée ou peut-être Nouvelle Comté. C'est
absolument phénoménal parce que c'est très très original. Je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible évidemment, mais dites-vous que c'est un véritable ovni ludique. D'ailleurs c'est distribué par Olibrius, et Olibrius, vu leur nom, ils ont à cœur de sortir des jeux qui sortent du rang. Et avec Nouvelle Contrée, on a clairement un jeu qui sort du rang. On a un jeu poétique, on a un jeu onirique, on a un jeu littéraire, on a un jeu d'images. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Alors j'ai pitché comme un fou, mais maintenant, qu'est-ce que c'est que ce jeu Nouvelle Contrée? Eh ben, explorez vos livres, la promesse est là, vous allez choisir un livre de votre bibliothèque, et là déjà, c'est phénoménal, parce que si vous avez, je sais pas, 30 livres dans votre bibliothèque, vous avez 30 parties différentes, 30 plateaux de jeux différents, puisque selon le style du livre que vous allez choisir, un livre de cuisine, un livre de jeu de rôle, un livre de science-fiction, un livre de fantasy, Que des bons choix. un livre pour enfants. Voilà, vous allez vraiment avoir des parties différentes, soit d'ambiance, soit plus sérieuses, soit plus posées, enfin voilà. Et dans ce livre, vous allez devoir accomplir des missions. Moi, j'ai choisi le guide des groupements des boutiques ludiques. Excellent choix aussi. Je me suis permis ça, même s'il fait moins de 90 pages, il en fait 87, et normalement il faut jouer avec 90 pages, mais c'est pas trop grave, parce que c'est un jeu, et après tout, le but c'est de s'amuser. Votre but c'est d'arriver à la cité interdite. Donc vous allez placer la cité interdite à 60 pages de votre campement. Donc d'abord on va placer le campement, je vais mettre à la page 15, voilà, là c'est le campement, et je vais mettre à la page 75, je vais mettre la cité interdite, la cité qui est l'objet de tout notre voyage, afin de la retrouver. Et voyez qu'elle se situe donc à l'intérieur du livre. Ok. Maintenant, à tour de jeu, c'est un jeu coopératif, un joueur va jouer l'explorateur. Et il va se déplacer, déjà il va quitter le campement pour explorer les pages du livre. Il va tourner autant de pages qu'indiqué ici, sur le dos de cette carte, qui change à chaque fois, parce que vous voyez, bon, c'est encore un 6, mais ça pourrait être d'autres chiffres. Hop, donc là on est sur 6, donc il va tourner 6 pages. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il va donc partir en exploration dans cette page-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir lire les 6 premières lignes de la page. Ok. Ok. Il va d'abord les lire dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'après l'avoir lu dans sa tête, il va décider, regarde bien, parmi les 4 images qui sont là, alors je vais essayer de mieux mettre le chose, voilà, celle-ci est au nord, celle-ci est à l'est, celle-ci est au sud, celle-ci est à l'ouest, laquelle correspond le mieux à ce qu'il vient de lire dans sa tête? Il va l'indiquer par sa boussole qui est ici, c'est-à-dire que s'il pense que c'est l'image qui est au nord, il va diriger la boussole vers le nord. En gros, pour le côté un peu pitch, il est parti vers le nord, voilà. Bien sûr. Et il va le cacher. Ensuite, il va lire à haute voix, mais avant, et c'est ça qui est sympa, pendant qu'il fait tout ça, nous, les autres joueurs qui ne jouent pas, vont regarder les missions qui sont disponibles ici. Vous voyez, ça c'est des missions qui vont avoir trait à la forme de la lecture. C'est-à-dire les allitérations, le nombre de fois où le son « et » a été prononcé, il y a au moins 3 fois le même mot, il y a au moins 3 majuscules différentes, il y a au moins 4 mots différents d'une longueur de 1 à 3 lettres. Et ça, c'est des missions que les joueurs vont se dispatcher, puisqu'ils vont écouter ce que je vais lire, mais ils vont aussi essayer de réaliser les missions en se disant, bah tiens, je pense que cette mission a été réalisée, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins 4 mots différents d'une longueur de 1 à 3 lettres. Ok. Tu vois? Et ça, donc, on ne s'ennuie pas, parce que pendant que moi, j'ai dans ma tête, je dis, ok, d'accord, ouais, quelle est la meilleure? Les autres, ils font ça, et ils s'occupent aussi à se dispatcher les missions entre eux. Maintenant, je vais raconter mon voyage, c'est-à-dire que je vais lire les 6 lignes, et là je vais te lire, voilà. Pour mettre de l'ambiance entre adultes, répondez à l'un des thèmes en fonction de votre numéro de 1 à 10. Chacune invente une réponse correspondant à son numéro, etc. etc. Et là, le problème qui va se passer pour les autres, c'est qu'ils écoutent ce que je dis, ce que je lis, pour récupérer l'image de ce que je suis en train de lire, Bien c'est-à-dire sûr. le fond, en fait, de ce que je suis Exactement. en train de lire, mais ils se focalisent aussi sur la forme. Parce qu'ils doivent essayer de valider des missions pour se protéger de pertes éventuelles. Vous allez voir l'intérêt des missions. Donc ça, c'est déjà très malin, parce que vous allez écouter ce que dit l'autre tout en écoutant le son, les allitérations, les choses comme ça. Donc vous allez peut-être perdre un petit peu le fil. Et à un moment, quand moi j'ai fini, il faut dire alors, à votre avis, où est-ce que je suis allé? Donc là, ils vont regarder les 4 images, il y a un petit côté Dixit, ils vont se dire, attends, il a parlé de ça, donc peut-être c'est plus par là. Donc ils vont dire, bah t'es allé au nord. Si j'étais vraiment allé au nord, alors le campement rejoint l'éclaireur. Ok. Ça, c'est bien. Et en plus, là, si quelqu'un a validé une mission, D'accord. on va pouvoir placer la mission à cet emplacement-là. C'est des boucliers en cas d'erreur. Parce que si on avait fait une erreur, si on a dit, bah, je pense que t'es allé au sud. Pas du tout, j'étais allé au nord. Alors, on va perdre 12 lettres dans notre petit cheptel de lettres. D'accord. Et évidemment, quand on n'a plus de lettres, on a perdu la partie. Or, si on avait validé des missions auparavant, on aurait pu sacrifier 1 à 2 missions pour perdre 6 lettres ou 0 lettres seulement.
Ok. C'est l'intérêt d'essayer de valider une mission en même temps pour vous protéger, parce que 12 lettres par 12 lettres, vous n'allez pas avoir beaucoup de droit à l'erreur. On va faire ça jusqu'à ce que on arrive à la fameuse cité interdite, et à la cité interdite, on va révéler comment doit être lue la dernière phrase afin de la trouver. Voilà, il y en a plusieurs, donc avec des petits pitchs, je ne vais pas tout vous raconter, je vais vous laisser la surprise de ce jeu-là. Et si on arrive à trouver ça, on a gagné la partie, on récupère tous les marque-pages qu'on aura mis, parce que imaginez que c'était le nord, le marque-page on l'aura laissé aussi au nord, ainsi qu'avec la mission. Et une fois qu'on a fini et qu'on est arrivé à la cité interdite, on va sortir tous les marque-pages qui sont en fait les images de tout ce qu'on a vu, et ça nous donnera le sens caché de notre livre. C'est très poétique, c'est très original, vous jouez avec vos livres, vous voyez, on peut jouer avec n'importe quel livre, on a des petites extensions qui sont déjà incluses dans la boîte, ça c'est très sympa, il y a les péripéties, mais tout ça je vous laisserai le découvrir, ça fera des petits gages de lecture qui ressemble un peu à ce que peut être la cité interdite, mais constamment, donc du coup ça va un petit peu complexifier le jeu. Vous avez également les personnages, chacun va incarner un personnage qui aura un petit pouvoir qu'il pourra jouer, voilà. Donc le jeu a de la profondeur aussi, mais rien que le jeu de base déjà, vous avez envie de partager ce moment de lecture, un livre que vous aimez bien avec vos amis. Je me suis un peu appesanti sur Nouvelle Contrée, mais c'est vrai que Je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà, parce qu'on pense, beaucoup le disent, c'est rigolo parce qu'il y a même des éditeurs qui sont pas les éditeurs de Ebrius et qui sont des éditeurs, on va pas dire concurrents parce que c'est pas le terme, mais des éditeurs d'autres jeux qui ont salué l'arrivée de ce jeu. Ce qui veut dire que vraiment il y a une espèce de consensus pour dire que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Le créateur de ce jeu, donc Germain, est quelqu'un d'éminemment sympathique que beaucoup de gens ont rencontré parce qu'il travaillait pour Trick Track avant. Donc il y a ce côté, on attendait tous de savoir ce qu'il allait pondre avec toute cette expérience ludique qu'il avait et ce côté très culturel, littéraire qu'il avait envie de mettre dans ses jeux. Donc on est certainement en face peut-être d'un As d'or, ou en tout cas au moins d'un nommé à l'As d'or, ça c'est sûr, et peut-être du gagnant de l'As d'or de cette année. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. Il y en a d'autres évidemment, mais celui-là, il a ce côté très très original et qui va tout de suite séduire tout type de joueurs. C'est une vraie passerelle entre le livre et le jeu. Nouvelle Contrée, pour nous, vous l'avez vu, la manière dont j'en parle, et Alice vous en parlera dans ses coups de cœur d'ailleurs de notre calendrier de l'Avent, c'est un vrai coup de cœur de la boutique et c'était mérité de passer autant de temps dessus pour le mettre en exergue évidemment, mais on ne sera pas les seuls à le faire, vous inquiétez pas. Voilà. C'est fait pour Nouvelle Contrée. Mais dis-moi Thomas, il n'y a pas d'autres petites choses par là-bas à aller explorer? Où ça? Par ici? Je suis un peu perdu. Ah, ici là. Oui. Voilà. Tranquillité. On enchaîne avec un nouveau jeu, donc je quitte les Nouvelles Contrées et tout cet univers poétique, mais on reste dans un univers très apaisé. Tranquillité, c'est un autre jeu coopératif, comme Nouvelles Contrées, c'est un peu la mode des jeux coopératifs, vous le savez. Donc Tranquillité, si je devais le décrire, je dirais que c'est un The Game apaisé. C'est-à-dire que c'est un jeu, on va devoir faire des suites de cartes sans se parler. Donc c'est le genre de jeu tisane, c'est le soir, les enfants dorment, vous voulez faire un jeu sans faire trop de bruit, vous pouvez sortir Tranquillité, c'est la tranquillité, vous allez vous balader sur votre bateau d'île en île, qui ont des numéros quand même, et vous allez essayer de faire la plus grande suite de chiffres sans être bloqué. Comme dans The Game, à un moment quand un joueur est bloqué, on a perdu la partie. Comment ça se passe? Alors j'ai cette petite carte là pour vous le montrer parce qu'on ne peut pas le développer entièrement au magasin, mais on va faire un carré de 6 par 6 qui va être en plus bien matérialisé par des cartes spéciales que vous allez mettre sur la table. Et maintenant vous avez des cartes en main qui ont des numéros qui vont de 1 à 90 je crois. Et vous allez pouvoir placer à votre tour une carte où vous voulez dans un des carrés virtuels afin de créer une ligne de chiffres qui va de 1 à 80, 90. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les cartes évidemment, mais vous allez les poser les uns après les autres sans vous parler avec ce petit twist que, tiens, viens voir ici. Voilà. Ici, vous voyez, on a commencé quelque chose. Alors le départ, il va arriver un moment quand quelqu'un va poser le départ, on va devoir tous discuter et défausser 8 cartes en coopération. Donc attention, les cartes qu'on défausse, attention, c'est des cartes qui ne reviendront plus et chaque carte est en un seul exemplaire. Donc attention à bien gérer vos chiffres. Le petit twist, c'est quoi? C'est que là, on a un 36 qui a été posé, puis un 39 qui a été posé ici, ensuite. Pour l'instant, rien ne se pose de particulier, mais si jamais quelqu'un posait un 38 ici, alors, il y a une différence de 1 avec le 39, il devrait se défausser d'une carte. Ouch. Donc plus tu as un écart grand, par exemple 45 à côté de 53, c'est un très mauvais choix, parce que la personne a dû se défausser de 8 cartes, en posant son 45 à côté du 53. Eh oui. Donc il fallait absolument pas qu'elle le pose, c'est un très mauvais move, il fallait qu'elle le pose beaucoup plus loin. Donc vous vous souvenez qu'il y a un carré qu'on va remplir comme on veut, le tout c'est comme un petit puzzle qu'on va remplir les uns après les autres. Ça c'est quand même très malin, et à un moment il faudra aussi poser la carte arrivée. La carte arrivée, il y en a 5 ou 6. Je rappelle que quand on défausse des cartes, on les défausse face cachée. Donc évidemment à un moment vous allez défausser la carte arrivée que vous avez en main, vous vous dites ah ça évitera que je défausse des chiffres, mais si tout le monde fait ça, à un moment il se peut que toutes les cartes arrivées aient été défaussées. C'est ballot. Ouais, c'est ballot. Donc c'est un jeu coopératif
très agréable, c'est ce que je vous disais, un The Game un peu apaisé comme ça, avec un très beau look, et puis en plus le jeu en a sous le coude, parce que vous avez plusieurs variantes avec une pyramide plutôt que de faire le carré, avec une arche, toujours plutôt que de faire le carré, avec des cartes monstres, tu te souviens, qui nous avaient Tout à expliqué fait, les Lucky monstres Duck, marins qui sont terribles. et qui vont détruire des cartes, et donc qui vont vous empêcher de poser certaines cartes. Bref, le jeu, c'est un jeu coopératif très sympa, de la famille des The Mind, des The Game. On va essayer de se comprendre, on va essayer de faire comme un casse-tête, un puzzle ensemble. C'est super agréable, c'est très réussi, et c'est disponible au magasin. Super. On enchaîne avec le K3. Ok. K3, c'est une référence au plus grand sommet qui existe en montagne, et c'est un jeu en bois par Helvétique, un jeu voilà, traditionnel, on va dire un jeu abstrait mais très malin, un petit peu taquin, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous avez ce joli petit sac dans lequel vous avez ces bouts de bois de différentes couleurs. Ok. Je crois que vous avez 5 couleurs et en 9 exemplaires chacun, donc il y a 45 bouts de bois de couleurs, sachant qu'il y a aussi des couleurs naturelles, ce qu'on appelle les couleurs blanches, qui sont un peu particulières. Ok. Au début de la partie, vous allez constituer une ligne de 9 voilà, cubes que vous allez récupérer au hasard dans le sachet. C'est votre K3 que vous allez devoir grimper. Et ensuite, 3 par 3, vous allez piocher hop, ces petits jetons, 3 par 3. Et ensuite, une fois que vous aurez 15, je crois, vous allez créer votre montagne personnelle en choisissant lesquels 5 vous mettez là, lesquels 4, D'accord. lesquels 3, lesquels 2, lesquels 1. Donc ça, on fait ça tous ensemble. Et ensuite, on est prêt à jouer. Donc il y a déjà une construction qui est le jeu en lui-même, c'est de construire sa montagne le plus intelligemment possible. Pourquoi ? Parce que le premier joueur va devoir poser des cubes sur la base ici, le premier cube, avec cette contrainte que le cube qui pose, là non c'est pas possible parce qu'il n'y a aucune couleur jaune en dessous, Ok. donc là c'est possible ou là c'était possible. Ensuite le joueur qui suit, on va faire au hasard, je vais le tirer au hasard, c'est un rouge, donc il va le poser là. Ensuite ça revient à moi, j'ai un noir ou un comme ça c'est un joker, je peux le poser comme je veux, donc je vais peut-être plutôt utiliser le noir. Si je le pose là, je le pose entre deux noirs, j'ai un malus, je me fais voler un jeton par un adversaire qui pourra le garder pour pouvoir le poser plus tard s'il en a envie. Donc là, il pourrait me voler ça, peut-être le joueur adverse. Ok. Ensuite, c'est à lui de jouer. Hop, il va poser le bleu, il va le poser là. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'un joueur soit bloqué. Donc à vous de construire le mieux possible votre montagne, parce que petit à petit, vous allez rendre de plus en plus disponible de couleurs. Mais à un moment, vous allez risquer d'être bloqué parce que vous aurez des couleurs qui ne sont plus jouables. Et à ce moment-là, vous êtes éliminé de la partie. Le dernier qui reste en jeu gagne la partie. C'est un jeu abstrait. Pour ceux qui connaissent ce jeu-là, Intrigue à Westeros de Rainer Knizia, et c'était ce même système avec des couleurs. On crée des pyramides rouge-gris. Je pouvais mettre qu'une carte rouge ou une carte grise, et c'est ainsi que on retrouve cette mécanique dans K3. Peut-être Ok. un cas hommage à Knizia, peut-être. Qui sait. Voilà. On va se retrouver de l'autre côté avec Jamaïca, une super réédition. Vous allez voir. Et je suis déjà là pour vous parler du retour en stock de Jamaïca, une refonte, enfin en tout cas la boîte a changé, c'est un format maintenant aventurier du rail. Avant c'est vrai que c'était assez original, pas facile à ranger en magasin. C'est vrai. Un coffre au trésor, très très sympa. Rien n'a changé du jeu, hein. Vous retrouvez le très beau plateau, les très beaux bateaux. Et là on a le bateau fantôme, là je sens que les enfants vont se battre pour jouer le bateau fantôme. Très vite quand même, Jamaïca, c'est un jeu de Bruno Catala, Malcolm Braff et Sébastien Pochon qui a beaucoup d'années derrière lui et qui est toujours là parce que c'est un jeu familial, c'est un jeu entre potes, c'est un jeu sympa d'une course comme ça, un petit côté jeu de loi amélioré, avec cette particularité que le déplacement est très original puisqu'il est lié aux cartes que vous avez et pas du tout aux dés finalement. Les dés vont juste indiquer la puissance des actions que vous avez sur vos cartes et ça, je trouve ça très malin. Chacun va avoir son propre paquet de cartes. Là je suis Mary Reed, Ok. je pourrais être John Rackham par exemple. La classe. Exactement, le but c'est quoi? C'est de faire le tour de l'île à Jamaïque en récoltant des trésors aussi. Donc malheureusement le fait d'aller chercher des trésors va vous faire perdre un peu de temps parce que tu vois bien qu'une ligne droite jusqu'ici c'est beaucoup plus court que de faire un détour par l'île des têtes de mort, mais c'est là que tu vas récupérer les trésors. Eh ouais. Donc c'est du temps perdu mais peut-être des points de victoire gagnés. On va aussi remplir nos soutes que tu vois là c'est ma soute de mon bateau, mais tout le monde a une soute personnelle par des galons comme ça d'or très chouettes, de la nourriture parce qu'il faut nourrir son équipage de temps en temps, et de la poudre de canon parce que de temps en temps on va attaquer les adversaires. Oh oui. Et la poudre de canon ça servira à leur faire un peu plus de dégâts. Mais comment ça va se passer? C'est très malin, on va jeter 2 dés, le premier joueur va jeter 2 dés, il a cette petite boussole et il la donnera ensuite au voisin à sa gauche, donc ça va faire le tour de la table et chaque joueur sera à son tour premier joueur. Et là ensuite il va placer sur ce coffre d'action les 2 dés en indiquant la puissance de l'action de jour et la puissance de l'action de nuit.
Maintenant, chacun a des cartes en main. Alors, je crois qu'on en a 3 ou 4 en main. Et on va regarder ces cartes. Et elles sont très jolies. D'ailleurs, elles font une frise. Hein. Je crois que, bon, là, c'est pas le cas, mais on peut les mettre toutes bout à bout. Et elles se complètent. Donc là, je pourrais faire 5 fois la poudre de canon et 2 fois des galons. 5 fois la poudre de canon et 2 fois de la nourriture. 5 fois de l'or et avancer de 2 cases, ou 5 fois la nourriture et avancer de 2 cases. Et c'est moi qui vais choisir, on va choisir ça en simultané. Très malin. Voilà. Chacun à son tour, on va révéler et on va faire ses actions. Donc évidemment, le but c'est d'avancer, mais des fois vous avez des cartes reculées, alors à vous de les jouer au meilleur moment. Et puis bah, les galons, vous allez les stocker sur votre petite, je l'ai dit, votre soute, votre cale. Mais évidemment, bah, vous allez, si j'ai plein de galons comme ça, je vais avoir envie, enfin je vais pas avoir envie, mais je vais créer de l'envie chez mes adversaires. Vous voyez, si moi je suis joueur bleu, peut-être que le noir il va dire ah, je pourrais me déplacer d'une case et puis je vais aller l'attaquer. Il se pourrait que ça soit très tentant. Et oui, parce que j'ai quand même 4 pièces d'or dans cette soute là et 3 pièces d'or dans celle-là. Quand vous êtes attaqué, on vous vide une seule soute. Évidemment, c'est quand même pas méga méchant non plus. Mais voilà, c'est de la piraterie, c'est de la fourberie, c'est un petit peu de calcul avec cette gestion de main de cartes qui est vraiment très très maligne. Après on repioche une carte et puis après on rejoue, mais toute carte jouée l'est définitivement. On a le même paquet de cartes, pas dans le même ordre, mais en gros on a les mêmes actions disponibles et à vous de gérer au mieux en fonction des dés qui ont été choisis par le joueur dont ce sera le tour. Voilà, c'est super agréable. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les règles? Évidemment, parce que tu as bien raison d'en parler, parce que j'allais l'oublier alors que j'avais dit il faut absolument que je parle des règles, parce que ça, mes amis, c'est l'avenir de la règle du jeu. Je suis d'accord. Le premier Jamaïca était très beau, en forme de coffret, et il avait une bonne idée, c'était que les règles étaient sous forme de cartes au trésor. Et c'était fun. C'était super fun, mais pas du tout pratique. Pas du tout. Pour retrouver une explication, pour l'avoir animé en festival, je sais pas toi aussi. Oui, Quand galère. tu cherchais quelque chose, tu le comprenais pas, t'étais Tout là, à tu fait. cherchais, c'était très chouette. Et là, dans la refonte, ils ont une idée géniale. La règle à onglet, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Ici, c'est la mise en place. Ici, c'est un tour de jeu. Hop, ici, c'est les combats. Ça, c'est Ici, exemplaire. c'est la pénurie. Là, les trésors. Là, la fin de partie. Enfin, c'est génial. Vous retrouvez immédiatement ce que vous cherchez, puis en plus c'est magnifiquement présenté. Là c'est un exemple, je pense que ça on va le voir fleurir dans plein de jeux, parce que quand on voit ça et qu'on est joueur, on se dit mais oui, mais c'est tellement parfait. Là je vais retrouver tout de suite ma mise en place. Là attends, tu disais quoi par rapport au combat? Ok, les combats c'est la fin. Bon, je vais pas vous la faire, vous Bravo avez pour compris. ce travail Bravo éditorial. à Sébastien Pochon, monsieur terraformage, parce que c'est quelqu'un de très pointilleux, c'est lui qui a vraiment remis en avant le thermoformage, pardon. Et là, il a poussé encore plus en disant où je peux amener mon pointillisme jusqu'à la règle du jeu. Bravo Sébastien Pochon, c'est une excellente idée qui fera date, c'est évident. Maintenant, on va aller là-bas, Ok. parce que tu vas nous parler de Dungeon Mayhem. Mais oui. Voilà. Dungeon Mayhem, vous voyez, c'est ce petit jeu, cette petite boîte dans l'univers de Donjons et Dragons. Et c'est un jeu de bagarre. Eh bien oui, parce qu'il y en a marre de ces aventuriers qui se tiennent la main, qui sont ensemble, coude contre coude dans les donjons pour se partager les trésors dans la bonne entente. Non, non, là c'est fini, on a tué tous les monstres du donjon. Par contre, maintenant, on va s'entretuer pour garder tous les trésors. Donc ça rappellera tous ces petits jeux de bagarre à la Munchkin ou Dégoblinade, pardon, si vous les connaissez, où on va se cogner dessus jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, vous avez 4 personnages, hop là je vous les montre. Ouais. Nous avons donc la barbare, le magicien, la paladin et le roublard. Nous avons 10 points de vie chacun, notre petit paquet de cartes individuelles, Ouais. avec pas les mêmes cartes à l'intérieur, Asymétrique, évidemment c'est ouais. asymétrique. Ouais. Et puis bah, c'est très simple, vous avez des cartes en main, à votre tour vous piochez une carte, et puis vous allez jouer une carte et une seule carte. Mais attention, bah, ces cartes elles peuvent vous permettre de faire différentes choses. Par exemple, simplement, je peux jouer à mon tour un bourre-pif qui fait 2 dégâts sur le joueur de mon choix. Ou alors, faire 2 dégâts. je peux être plus malin. Hop là, le petit compteur de dégâts. Ouais, il est là. Je peux être plus malin. Je peux d'abord jouer la carte coup de boule qui me donne ici, vous voyez, un dégât, mais aussi un petit éclair qui me donne le droit derrière de jouer une carte supplémentaire. Mais par exemple, je peux aller jouer un casse-croûte qui me fait piocher 2 cartes et qui me fait soigner d'1. Ou alors, bah, je peux choisir plutôt de complètement bourriner avec un bourre-pif. Donc évidemment, le barbare est très bourrin. Le barbare, on va un petit peu s'allier contre lui s'il y a beaucoup de joueurs, parce que lui, plus il a d'adversaires et plus il est puissant. Le mage, évidemment, qui va faire de gros dégâts, mais qui, au niveau défensif, n'est pas très présent. Il va récupérer les cartes de ses adversaires d'ailleurs. Ouais, ça c'est vraiment méchant. Le paladin bah, qui va faire des gros dégâts et du soin, vous en doutez. Et puis le rôdeur qu'il faudra bien surveiller. Donc c'est bête comme tout, honnêtement. Mais alors, qu'est-ce que c'est plaisant à jouer. Nous, on y a joué un petit peu à la pause le midi et c'était très agréable. C'est le jeu de la pause déjeuner, ouais. C'est hyper dynamique, c'est une espèce de Magic super dynamique. Et aux États-Unis, il y a quelques petites boîtes d'extension, d'accord. donc on pourrait croire que la suite va arriver avec de nouveaux personnages. Bah, les classes manquantes, ce serait super sympa.
Ok, en tout cas, c'est fort agréable, c'est vrai. Regarde-moi là. Tu vois, depuis cette vidéo, Quoi en fait, tu vois rien? J'ai 4 jeux sur moi. Bah non. Si, 4. Regarde, prouve-le. je vais te montrer. Ouais. Les voilà, ils sont arrivés, les micro-games, mesdames et messieurs, et je m'en vais vous les présenter tout de suite. Ok, attention, installation. Et voici le premier des 4 jeux micro-games que je vais vous présenter ce soir. Avignon, A Clash of Pops, un jeu de John Dubois, Et John Dubois, il envoie du bois avec ce jeu parce que c'est un jeu à 2 très malin, minimaliste, comme on aime. Vous vous souvenez, d'ailleurs, les micro-games, je vous avais présenté dans la vidéo des 3000 abonnés. C'était un peu sous forme de prototype. Voilà, c'est arrivé, c'est dans un porte-carte super classe. Voilà, un jeu que vous allez vraiment trimballer partout avec vous, dans votre petite poche, comme je l'ai fait pendant toute cette vidéo. J'en avais 4 dans les poches. Eh bien, voici le premier, Avignon Clash of Pops, jeu pour 2 joueurs, jeu d'affrontement, de tir à la corde de personnages avec pouvoir de personnages, très sympa. Votre adversaire est le pape à Rome, vous êtes le pape à Avignon et vous allez vous disputer des personnages qui sont à Gênes pour l'instant en essayant de les attirer vers vous, donc de les faire sortir et donc de la carte d'Avignon ou de Rome pour votre adversaire. Le premier qui arrive à attirer 3 personnages gagne la partie. Il y a une autre condition de fin de partie que je vais vous expliquer. Et donc comment ça va se passer? À votre tour de jeu, vous avez 2 actions possibles et vous ne pouvez pas faire 2 fois la même. La première, c'est prier. Prier, c'est déplacer vers vous une carte. Tout simplement. Tout simplement. Donc je prie pour le cardinal vient vers moi, il se rapproche de moi, pape à Avignon. Ça peut être de châtier. Je châtie le paysan. Je l'envoie vers Florence, donc je l'envoie vers mon adversaire. Ça peut être aussi de faire le pouvoir de supplique du personnage. Et chaque personnage a son propre pouvoir de supplique, on va pas tous vous les expliquer, mais ça va faire des choses comme éloigner le cardinal, puis rapprocher tous les autres personnages, ou éloigner l'inquisiteur, puis rapprocher n'importe quel autre personnage, ou rapprocher 2 fois le cardinal. Par exemple, je pourrais faire ça, hop, je éloigne l'inquisiteur, je rapproche 2 fois le cardinal, je suis à 2 doigts de récupérer le cardinal. Exactement. C'est très malin, c'est très tactique, c'est vraiment minimaliste, mais avec beaucoup de profondeur de jeu. Là où ça devient très tendu, c'est que déjà vous allez vous battre pour rapprocher vos ouailles, mais souvent vous allez devoir rapprocher d'autres ouailles de votre adversaire. Mais là où ça devient super subtil, c'est les nobles, les paysans, les chevaliers. Ces 3-là, ils sont un peu particuliers. Pourquoi? Si je gagne un noble, imaginons, c'est bien, mais si tu m'envoies le paysan, j'ai perdu la partie. Ah ouais, parce qu'apparemment, c'est 2 factions qui n'ont pas trop envie d'être ensemble. Et ça, c'est diabolique. Exactement. Et si je gagne un noble, c'est bien. Et si j'arrive à t'envoyer le chevalier chez toi, tu as perdu la partie. Donc, rajoutez à ça le cardinal, l'évêque, l'inquisiteur, etc., qui vont fomenter plein de petites combos comme ça de déplacement de cartes. Vous avez un super jeu à 2, immensément tactique, qui tient dans la poche, qui est un vrai petit bijou. Je confirme, j'ai adoré. Ah ouais, hein, vraiment, enfin, j'ai joué aussi avec Alex, j'ai joué hier soir, c'était vraiment super. Et maintenant, je vais vous présenter le deuxième jeu de la gamme. Et voici le deuxième de la gamme, Sprolopolis, un jeu de Steven Aramini, Danny Devine et Paul Kluka. Sprolopolis, c'est un jeu coopératif qui va bien vous faire des nœuds au cerveau. Vous allez essayer de monter une cité, une ville avec... alors chaque ville a forcément 4 types de bâtiments, je vais vous les montrer parce qu'ils sont toujours sur chaque carte. Ici vous avez un bâtiment résidentiel, ici un bâtiment commercial, ici un parc, ça se voit c'est vert, et ici une usine, donc bâtiment d'usine. Et maintenant vous allez commencer avec une seule carte, vous allez tirer au début de la partie, alors toujours ces 2 cartes, hein, arrondissement. Donc vous êtes obligé de compter vos plus grandes zones dans chacun des quartiers que je vous ai dit. 1 point par case, un petit peu à la King Domino. Et réduire la circulation, vous allez essayer de faire apparaître le moins de routes possible parce que vous perdez 1 point par route. Alors évidemment, un route c'est un bout de route. Si on arrive à relier des routes, par exemple si j'arrivais à relier cette route à celle-là, ça ne ferait plus que moins 1 point au lieu de moins 1 point plus moins 1 point. Donc là vous voyez la stratégie de placement. Grandes routes plutôt que plein de petites. Exactement, on tire au hasard 3 cartes. La richesse du jeu c'est quoi? C'est que toutes les cartes qui sont ici sont aussi des objectifs. Et elles sont nombreuses. Et elles sont toutes différentes en plus. Donc là on a tiré 3 au hasard. Sortie de route, péri-urbanisation et passer au vert. Ce qui est sympa aussi c'est qu'il y a un score à atteindre et que ce score va changer en fonction des objectifs que vous allez tirer. Pourquoi? Parce que le score cible que votre équipe va devoir atteindre c'est 15 plus 3 plus 1. 19 points à atteindre si vous voulez gagner la partie. Maintenant comment ça va se passer? Le premier joueur a 3 cartes en main. Tous les autres joueurs ont une seule carte en main.
Il choisit quelle carte il va placer. Alors évidemment, il y a un petit jeu de puzzle, hein. On va pouvoir écraser des trucs, les mettre, alors jamais comme je viens de faire, toujours en format paysage. On va pouvoir les coller comme ça, jamais écraser une carte en entier voilà. pour créer. Voilà, là je me dis tiens, ça peut être sympa d'agrandir notre parc, tu vois, et d'agrandir aussi la zone industrielle. Et en plus, on a besoin d'une périurbanisation, donc ça peut être sympa. Voilà, ça va dépendre des objectifs. Ensuite, les 2 cartes qu'il n'a pas voulu, il va les donner au joueur à sa gauche, qui lui a une carte en main, je rappelle, et qui du coup va la rajouter à sa carte qu'il a en main et va choisir parmi les 3 cartes qu'il a. Il va poser, bon par exemple là je fais au pif, hein, je fais comme ça, hein, imaginons, et il va donner les 2 cartes et ainsi de suite. Donc ça c'est très malin, on va beaucoup discuter, on a le droit, hein, c'est pas du tout un jeu à la The Game, on n'a pas le droit de se parler. C'est très vivant autour de la table. C'est très vivant. Tiens, tu pourrais mettre ça là, on essaie de faire des routes, parce que là vous voyez on a déjà perdu 1, 2, 3, 4 points avec ces routes là, donc pourquoi pas essayer de rejoindre ou d'écraser une route, voilà, pour faire ça. Alors ça je répète, j'ai pas le droit de le faire, mais là je ne trouve pas de solution. Là je peux essayer de faire ça, voilà, ça fait plus que 1, 2, 3 points en moins, enfin bref, vous allez voir, c'est très casse-tête mais c'est très sympa. Alors comme tu dis, c'est un peu plus joueur que celui que je viens de présenter, la Clash of Pope. On peut pas faire ça en mode fun, hein. Quand même on calcule, on voit les cartes où on va les poser, mais c'est très 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 malin parce que une fois qu'on a posé toutes les cartes, on compte sa cité qui vit d'ailleurs, hein, parce qu'on voit qu'il y a des petites voitures qui se déplacent le long des routes. Il y a un souci du détail, malgré le minimalisme du jeu, oui. Avec les petits parcs qui sont tous différents, là il y a un terrain de foot, les centres commerciaux, des fois il y a des voitures qui se garent, enfin il se passe plein de petites choses, votre petite ville elle vit, et après vous allez comparer ça aux différents objectifs. Si vous atteignez là le score cible 19 points, vous allez gagner la partie. Voilà, c'est pas facile, il y a des scores cibles des fois bien plus élevés. Voilà, donc Sprolopolis c'est un jeu qui tient dans la poche encore une fois, mais qui a une belle promesse ludique en mode coopératif. Super, et c'est parti pour le jeu suivant. Tout à fait. Et voici l'avant-dernier de la gamme Circle the Wagons. En gros, c'est par les mêmes qui ont fait Sprolopolis, parce que si vous avez aimé Sprolopolis, mais vous dites j'aime bien ce petit système comme ça de recouvrir des cartes, de faire apparaître ou disparaître des symboles, et que vous voulez jouer à 2, voilà, parce que c'est un jeu uniquement à 2, mais cette fois en compétitif, et voici Circle the Wagon. Donc Circle the Wagon, ça c'est l'installation un petit peu resserrée. On va faire un cercle comme ça avec toutes les cartes du jeu. On va, et c'est le même système, regardez, toute carte est aussi un objectif, voilà. Donc on va en tirer 3 au hasard, c'est les objectifs pour notre partie, et on va essayer le mieux possible de jouer avec ces objectifs pour faire un domaine devant nous qui rapportera le plus de points de victoire. Ici par exemple on a troupeau, 2 points par vache dans votre plus grand groupe de vaches, le verre de trop, attention, le joueur qui a le plus de bière perd 1 point par bière dans la bourgade de son adversaire. Donc ça peut être très très méchant. Et Circle the Wagon, le nom du jeu, 5 points par cercle de 4 charrettes entourant n'importe quel type de territoire. Bref, les règles sont très simples. À mon tour de jeu, je vais récupérer une carte, je vais la poser, je vais en récupérer d'autres et je vais les poser afin d'agencer mes cartes un petit peu comme vous l'avez vu dans Sprolopolis, sauf que là, c'est tout l'inverse, les cartes doivent être mises en mode portrait et jamais en mode paysage. Vous pouvez pareil écraser jamais entièrement une carte, mais écraser des symboles plutôt que d'autres afin d'en faire apparaître certains et disparaître d'autres. Le système qui est très sympa de prise de cartes et qui est assez retors, c'est que, imagine c'est à toi de jouer, tu es le premier joueur, tu vas m'indiquer à moi par quelle carte je dois commencer. Tu vas dire Thomas, je veux que tu commences par là. Donc soit j'accepte cette carte et je vais la poser dans mon domaine, soit je veux pas parce que ça m'intéresse pas et je vais prendre celle-là, mais du coup c'est toi qui vas récupérer celle-là. Ok. Ouais. Maintenant imaginons je l'accepte. Ok, et je la pose parce qu'au début il n'y a pas trop de problème. Maintenant c'est toi, soit tu prends cette carte-là, soit tu veux prendre celle-là ou celle-là, mais dans ce cas-là, c'est moi qui dois récupérer ces deux-là. Ça peut être bien comme pas bien. Ça peut être un cadeau empoisonné des fois. Ça peut être un cadeau sympa. Ça peut être sympa pour moi et tu veux dire ah non, j'ai pas envie de te laisser 3 wagons, c'est pas possible, je la prends. Donc il y a tout un dilemme de choix de cartes qui est vraiment très sympa, qui est pas sans rappeler ce qui se passe dans votre petit cerveau quand vous jouez à Seven Wonder Duel. Complètement. Sauf que là, ça tient dans la petite poche et c'est très tactique parce que après vous avez compris l'emplacement des cartes, comment je les mets, qu'est-ce que je recouvre, qu'est-ce que je fais, sachant que là aussi comme dans Sprolopolis, à la fin de la partie, vous allez compter vos plus grands domaines dans chaque type de paysage. Il y a les montagnes, il y a les plaines, il y a les forêts. Et ensuite, vous allez rajouter les objectifs des 3 cartes que vous avez tirées au hasard. Et je rappelle que toute carte a à son dos un objectif différent. Donc, vous avez des parties sans cesse renouvelées. Circle the Wagon, exactement, pour un jeu à 2 que vous pouvez sortir n'importe quand, avec un petit peu de place par contre. Vous l'avez vu, il faut le cercle et de quoi faire votre petit domaine. Mais c'est franchement excellent aussi. Une très bonne pioche encore. Et là, je vais vous présenter le dernier. Allez. Et voici le dernier de la gamme microgame,
Stew. Voilà, Stew, et ben ça c'est un jeu d'ambiance fort, un jeu de bluff qui tient dans la poche, que vous allez pouvoir sortir cette fois-ci avec n'importe qui. Et à force de jouer, vous verrez toutes les subtilités. Comment ça va se passer, Stew? Et bien bienvenue pour faire un bon petit ragoût. Ah, c'est bon le ragoût. On peut mettre de l'ail, des cailloux, du poulet, de l'ail, des poireaux, des carottes, des patates. Chaque carte va marquer des points de manière différente. On va constituer ce ragoût en commun, on va piocher une carte et on va décider si on la met dans le ragoût ou alors si on la donne aux affamés. Les affamés, ce sont ces animaux-là et ce vagabond qui sont autour de votre petit feu de camp et qui sont c'est comme sympa ce qu'ils sont en train de préparer. Donc ça sent bon, ouais. Exactement. Et ces affamés-là, si vous ne leur donnez pas quelque chose, donc une carte face cachée, que personne ne verra ce que c'est, ça peut être une pierre ou ça peut être complètement autre chose, ces affamés-là, au moment où vous passerez à table, ils viendront vous picorer des légumes. Regardez, le lapin vous prendra une carotte dans votre ragoût, le renard vous prendra le poulet, le raton vous prendra une patate. Lui, il va voler un poireau. Lui, il faut le nourrir. Moins 3 points s'il y a un poulet dans le ragoût et il vous donne 3 points s'il n'y a pas de poulet dans le ragoût. Et le sanglier, lui, il prendra de l'ail. Ok. Et oui, et quel est le but du jeu? Le but, c'est d'atteindre au moins 12 points de ragoût. Et le premier à dire à table et qui a vraiment 12 points de ragoût marque 2 points de victoire. Le premier arrivé à 5 points de victoire a gagné la partie. S'il dit à table et qu'il n'y a pas 12 points de ragoût, alors ce sont les autres joueurs qui n'ont pas dit à table qui marquent 1 point de victoire. Comment ça va se passer? On va piocher une carte et on va décider si on la met dans le ragoût ou pas. On peut la donner à un affamé pour éviter qu'il pique quelque chose. Vous savez que le lapin peut vous piquer une carotte. Je vais vous présenter les légumes. L'ail c'est 6 points s'il y en a un, mais si c'est trop aillé, c'est plus que 1 point s'il y en a 2. Et il y a 2 cartes ail. Le caillou, c'est moins 3 points. Donc vous allez peut-être le jeter sur un affamé, mais vous allez peut-être aussi le mettre dans le ragoût parce que si quelqu'un dit à table, vous savez qu'il a quand même moins 3 points. Le poulet, il vaut 5 points, c'est chouette, mais il faut avoir nourri le renard. Sans ça, il va vous le voler. Et il faut peut-être aussi avoir nourri le vagabond, parce que lui, il va vous enlever 2 points de votre poulet, parce que vous allez devoir le partager avec lui. Le poireau, c'est 3 points, la carotte, c'est 2 points, et les patates valent autant de points que le nombre de patates qu'il y a dans le ragoût. Une patate, 1 point, mais 2 patates, 4 points. 3 patates, 9 points. Et vous avez une partie des cartes, et l'autre, vous ne la connaissez pas, ce sont les autres joueurs qui vont tour à tour poser dans le ragoût ou donner aux affamés. C'est un jeu très malin, parce que vous savez que la carotte vaut 2 points, on est d'accord? Donc si vous nourrissez pas le lapin, il vous fera perdre 2 points dans votre ragoût. Le renard fait plus mal, puisqu'il fera perdre 5 points, donc on va avoir tendance à nourrir le renard. Mais si on a nourri le renard, peut-être que les autres vont dire c'est peut-être qu'il a mis quelque chose qui vaut 5 points et qu'il n'a pas envie que le renard le bouffe. Mais peut-être que vous bluffez pour que les gens croient que le ragoût est bon et disent à table. Vous êtes à fond dans un jeu de bluff ultra malin avec très peu de cartes où vous allez devoir deviner ce qui fait quoi, vous prendre des risques, dire à table, pourrir le ragoût en espérant que quelqu'un dise à table. C'est vraiment génial, ce petit côté Welcome to the Dungeon, pour ceux qui connaissent, mais en beaucoup plus simple, avec un thème que je trouve génial, ce thème de la bouffe, comme ça, où on fait son petit ragoût, très bien. Exactement, avec tous ces animaux qui sont autour et que vous allez essayer de nourrir, ou alors qui vont vous shipper des choses dans votre ragoût. Super malin, on l'a joué à 2 avec Alex, ça fonctionne du tonnerre. Je te l'avais déjà fait jouer toi aussi. Tout à fait, j'ai adoré. Avec Alice quand je l'avais ramené des Suns il y a très longtemps parce que je l'avais moi en anglais, mais là je suis hyper content de le voir édité en français parce que c'est un jeu, tu le disais, toi c'est un coup de cœur, tu vas le sortir avec tous tes potes, n'importe qui. Moi il est déjà dans ma poche. Voilà, ouais. Voilà, Stew, c'était le dernier de la gamme Microgame qui est ici au magasin. Voilà, c'est la gamme éditée par Matago. C'est une gamme qui s'appelait Button Shy chez les anglo-saxons et qui est maintenant localisée, francisée de très belle manière par Matago. Et bravo à eux, c'est une excellente pioche. On sait que dans ces périodes-là, les gens aiment bien les petits jeux transportables partout. Et comme tu le disais, Antoine, c'est vraiment tous de la très bonne qualité. Voilà, 4 excellents jeux que on vous souhaite de découvrir si vous les prenez, parce qu'ils ont énormément de profondeur au fur et à mesure qu'on les joue. C'est à toi de taffer du côté des jeux de rôle. On va par là. Allez. C'est parti. Hey, salut YouTube! C'est parti pour l'actualité jeu de rôle. Qu'avons-nous cette semaine? Eh bien, on a de la grosse boîte. Pour commencer, la grosse boîte d'initiation de Pathfinder. Donc, Pathfinder 2e édition, évidemment. Comme d'habitude, quand on a une boîte d'initiation d'une gamme aussi grosse, aussi prolifique, eh bien, elle est très très complète. Je vais vous dire un petit peu, en mêlant de ce qui est marqué ici, ce qu'il y a dedans, parce que, alors là, pour le coup, c'est ultra complet, puisqu'on a un manuel des joueurs de 72 pages et un guide du maître du jeu de 88 pages, et puis une centaine de pions, les dés, les personnages pré-tirés, des cartes, voilà. Alors moi je trouve qu'au niveau lecture, 72 pages et 88 pages pour une boîte d'initiation, c'est franchement pas se moquer de vous, c'est très très complet. Moi j'adore Pathfinder, l'univers spécialement, mais il faut dire aussi que les règles de la 2e édition sont très 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 bien foutues. Alors que vous soyez débutant dans Pathfinder ou que vous connaissiez déjà la gamme, je pense que vous pouvez foncer sur la boîte d'initiation.
nous avons également cette semaine Dishonored, le jeu de rôle. Donc, eh bien, c'est Arkham Asylum qui fait ça. Arkham Asylum, eh bien, ça commence à être un petit peu leur marque de fabrique de faire des licences comme ça, puisqu'ils ont déjà fait The Witcher, le sorceleur, Star Trek, Alien. Eh bien, c'est parti pour Dishonored. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est une série de jeux vidéo dans un univers un petit peu steampunk avec de la magie noire, beaucoup d'histoires d'espionnage et de divinités un petit peu obscures. Et bien, c'est exactement ce qu'on va retrouver là-dedans, dans ce petit format très bien édité à nouveau avec, et bien déjà quand on ouvre le bouquin, on tombe sur une petite bande dessinée qui nous met l'eau à la bouche, qui nous met dans le bain, et puis bien sûr l'explication des règles. Donc là on est sur un système avec 2D20 pour ceux qui connaissent le système, et toujours à nouveau, hop, je vais essayer de vous trouver les pages, voilà ici, des petites explications en bande dessinée sur excellent. que se passe-t-il quand je jette des dés, comment faire avancer la narration, puisqu'il va y avoir des mots-clés. Nous avons ici des mots-clés tels que l'impulsion, le chaos, la vérité. Autant de mots-clés dont vous allez pouvoir vous servir pour aller emmener l'histoire dans votre sens, ou alors le maître du jeu pour aller vous embêter et vous mettre un petit peu dans la mouise. Hop là, bravo pour ce petit Dishonored que je trouve très bien édité. Je pense que ça va être ma lecture de chevet prochainement. Il est très très beau. Juste en dessous. Attends, je reste sur Dishonored parce qu'il est vraiment très beau. Ouais, franchement. C'est la classe comme univers. L'intérieur du bouquin est vraiment du même acabit. Vas-y, on peut passer. Donjons et Dragons. Et bien oui, Donjons et Dragons est revenu ces derniers temps dans sa nouvelle version. Ouh, c'est tout noir. Elle est revenue en plus. Ah, c'est bien, on voit là. Avec, hop là, on voit beaucoup mieux, cette grosse boîte. Donc ben voilà, le coffret Donjons et Dragons, comprenant le manuel des joueurs, le manuel des monstres, le guide du maître, et on le voit peut-être un peu moins ici, l'écran du maître du jeu. Là pour se lancer dans Donjons et Dragons. J'avais déjà dit la semaine dernière que c'était le moment avec le bel essentiel Donjons et Dragons, et bien là c'est plus le moment que jamais parce que cette boîte là contient tout ce qu'il faut, et puis ça fait un beau cadeau quand même, il faut le dire, ça fait une belle boîte à la maison. Je crois qu'avant on en avait pour 190 € si on les achetait tout ça. Non, là ça vous revient beaucoup moins cher, c'est une bénédiction cette nouvelle version. Okay. On va aller décaler par ici pour les joueurs de figurines, les joueurs de Warhammer avec Harrow Deep pour Warhammer Underworlds. Et bien comme d'habitude quand il y a une boîte de Warhammer Underworlds, nous avons deux armées, le plateau de jeu, tous les petits jetons qui vont bien, et bien on va aller se tataner dans la bonne humeur avec ici des humains et des peaux vertes dégueulasses des ténèbres qui vont s'entretuer joyeusement. Hop là, ça c'était très attendu pour les joueurs de Warhammer Underworlds. Et pour terminer, eh bien on a reçu le nouveau petit plateau. Alors cette fois-ci c'est vraiment le nouveau, pas comme la dernière fois où je m'étais trompé, je vous avais présenté un vieux plateau. Non, je vous assure, c'est bien le nouveau, c'est le 139, avec à l'intérieur les petits goodies pour Almadi et Hot and Cold. Et puis bien sûr, comme d'habitude, tout un tas de petits interviews, de petits dossiers pour aller découvrir l'actualité ludique. C'est tout pour moi et je repasse de l'autre côté de la caméra de suite. Il fait froid. Mais que se passe-t-il? Parce que c'est New York sous la neige. Oh. Le retour en stock de Mr. Jack New York, mais plus qu'un retour en stock, une refonte, une nouvelle boîte, un nouveau prix, il est moins cher. Okay. Dans cette période où on n'arrête pas de vous dire que les prix augmentent, et ben Hurricane arrive à sortir un jeu à 22,90 € alors qu'avant il était plutôt dans les 25, 26 ou 27, je ne sais plus, comme Mr. Jack en fait. Donc c'est Mr. Jack New York. Mr. Jack New York, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu à deux asymétrique, un petit jeu du chat et de la souris. L'un de vous va jouer Jack, il va se cacher parmi 8 personnages qui vont se déplacer sur le plateau de New York, et je vous expliquerai la particularité de ce plateau qui est plus technique que le Mr. Jack à Londres. Et l'autre va être l'inspecteur qui va essayer de dispatcher les groupes, on va dire de différentes manières, puisqu'à la fin de chaque manche, lorsqu'on aura joué 4 personnages, il posera cette question: Jack, es-tu visible ou invisible? Ce faisant, Jack va regarder son personnage qu'il joue en secret et il va dire s'il est visible ou invisible, et considérer visible des personnages qui sont côte à côte ou des personnages à côté de zones de lumière, ce qui est plutôt logique, et considérer invisible des personnages seuls avec personne autour d'eux ou alors dans des parcs. Maintenant, en fonction de sa réponse, eh bien l'inspecteur pourra éliminer une certaine partie des joueurs, enfin des personnages, pardon. S'il a dit je suis invisible, il pourra éliminer tous les personnages visibles. S'il a dit je suis visible, il pourra éliminer tous les personnages invisibles. Le but de Jack, c'est de tenir 8 tours sans se faire attraper, ou alors de partir soit par une sortie terrestre, soit en prenant le bateau, mais il ne pourra le faire que si au tour précédent, il a été invisible. Évidemment, alors qu'il était visible, il ne peut pas s'échapper au vu et au su de tout le monde. Mais s'il a annoncé qu'il était invisible, pression sur l'inspecteur, car au tour suivant, alors Jack est en capacité de quitter New York. Pourquoi tout a changé? Déjà parce que Pierrot, qui est
aux manettes de ce graphisme époustouflant, vraiment la boîte est vraiment magnifique. La boîte est très belle. A aussi eu cette excellente idée pour créer une ambiance et qu'on ressent vraiment de faire des flocons de neige. Et donc on a New York sous la neige, tu vois, c'est vraiment ça crée une ambiance tout de suite. Ça crée moins le jeu abstrait, ça crée un jeu très chaleureux. Ouais, alors c'est paradoxal avec la neige, Tout à fait. mais c'est vrai que ça crée quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus fort. Et ça c'est une très grande réussite, bravo à lui. Ensuite le reste du jeu n'a pas changé, alors les personnages sont plus technique que sur le Mr. Jack Long, je vais pas tout vous expliquer, mais la grande particularité c'est que le plateau au début c'est New York, et le plateau est en construction, c'est-à-dire que certains personnages vont créer des édifices en construction comme ceci, ou alors des bouches d'égout on sait, ou alors des lumières évidemment on sait, mais que la maire de New York à cette époque était très écolo déjà avant l'heure, puisque elle, dès qu'elle joue, elle transforme tout en parc. Donc en fait potentiellement le plateau peut vraiment se transformer et créer des opportunités pour Jack ou pour l'inspecteur, puisque tout personnage dans un parc est considéré comme invisible. Donc il va y avoir des zones comme ça, alors les personnages vont avoir leurs particularités, se déplacer à travers les buildings, pouvoir créer des zones de lumière, pouvoir se déplacer d'égout en égout, déplacer le bateau d'un port à l'autre, bloquer certaines sorties ou certaines entrées grâce aux investigations. Bref, si vous connaissez Mr. Jack, vous êtes en terrain inconnu, si vous ne connaissez pas, peut-être mieux vaut-il commencer par Mr. Jack Londres. Mais si vous avez l'habitude un peu des jeux abstraits comme ça, c'est presque une partie d'échec entre votre adversaire et vous. Alors Mr. Jack New York, c'est super parce que je préfère la boîte, je préfère le look et je préfère le prix. Et voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Jekyll versus Hyde est de retour en stock. Mince, celui-là il était attendu, c'était il y a plus de 6 mois je crois. Clair. Il avait disparu très très vite. C'est quoi Jekyll versus Hyde? C'est aussi un jeu à deux. C'est un jeu aussi asymétrique, c'est un jeu de plis. C'est un jeu de plis de type belote, sauf qu'on n'aura que 3 couleurs au lieu des 4 couleurs que l'on connaît, et qu'on va avoir un jeu asymétrique puisque l'un de vous va incarner le Dr. Jekyll essayant de lutter contre la folie, et l'autre va être Mr. Hyde essayant de l'amener vers cette folie. Et le côté asymétrique, il est dans les plis que vous allez faire. Dr. Jekyll essaie de créer un équilibre entre lui et son adversaire. Pourquoi? Puisque à la fin de la manche, le pion qui est là se déplacera d'autant de cases que de déséquilibre entre les plis qui ont été effectués par les deux joueurs. Donc si je suis, on va dire Dr. Jekyll, il y a 10 plis, l'idéal c'est que j'en fasse 5 et que toi Antoine, tu en fasses 5. Mais moi, toi Antoine, tu vas avoir tendance à vouloir inverser tout ça, soit toi faire 8 plis et m'en laisser que 2, soit me faire 8 plis et ne t'en laisser que 2. Donc tu es vraiment dans une optique où toi, si tu perds, c'est pas trop grave, à partir du moment où tu perds beaucoup, et si tu gagnes, c'est chouette, à partir du moment où tu gagnes beaucoup. Parce que dans un différentiel de 8 à 2, le pion avancerait de 6 cases. On va faire 3 manches, si au bout des 3 manches, Dr. Jekyll n'est toujours pas sombré dans la folie, alors il a gagné, mais si il a atteint ça, alors il a perdu. Là-dessus, vous rajoutez des petits pouvoirs liés aux couleurs. Quand une première carte va être jouée, elle va déterminer que c'est la couleur la plus faible. Ensuite, une deuxième carte va être jouée, c'est maintenant ceci, et on va avoir un système de valeurs de couleurs, le violet étant battu par le vert et le rouge battant toutes les autres couleurs. Ce qui veut dire que si je joue une carte verte à 7 et que tu n'as pas de vert et que tu joues un 2 rouge, et tu remportes le pli quand même parce que le rouge est plus fort que le vert. Voilà, ça c'est Jekyll versus Hyde, petit jeu fort malin. Il fallait y penser, un jeu de plis à 2, compétitif comme ça avec ce côté asymétrique. Ça a été un fort succès. Mandu Game fait une bonne pioche, BlackRock en l'éditant a fait une bonne pioche, Vincent Dutré en faisant les dessins a fait un très beau travail graphique, très immersif aussi. Bref, tout ça c'est très chouette. Si vous cherchez un petit jeu à 2 pour taper le carton, très malin, très tactique, n'hésitez pas à vous plonger dans ce Jekyll versus Hyde. Super. Il est temps de parler un peu de musique et de il y a un petit truc ici. Toi, vas-y, parle-nous. Les petites extensions pour Mini Rogue. Exact. Donc, Mini Rogue, vous l'avez peut-être vu passer, puisqu'on en avait parlé évidemment, ce jeu de roguelike, donc dans lequel on va avancer dans un donjon et essayer de survivre à ce donjon pour aller battre le boss final et gagner la partie. Eh bien, il y a des petites extensions, parce que c'est vrai que c'était un jeu très minimaliste, même s'il proposait une jolie rejouabilité. Bon, bah alors là, la rejouabilité, je vais vous dire, ça va être complètement réglé. Et bon, alors celle-ci, on la présente pas. Si on la présente, ok. Donc, on va commencer avec celle-ci à gauche. Précieux Trésor. Précieux Trésor, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une extension essentiellement esthétique. C'est une extension complètement gadget, mais quand même très plaisante, puisque en fait, on va retrouver la plupart des cartes du jeu et surtout les cartes des boss en version foil, en version brillante. Holographique. Voilà, holographique. Okay. C'est plutôt joli. Franchement, c'est même très joli. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'on va avoir dans cette petite boîte là. Donc l'extension Profondeur damnée, et bien là, elle vient emmener énormément de cartes supplémentaires pour le
jeu de base. Donc, eh bien, quand vous ferez votre donjon d'une partie sur l'autre, eh bien, vous allez voir que ça va plus du tout être le même donjon, même s'il faut avouer que le donjon arrivait à bien se renouveler avec très peu de cartes. Et en plus, et surtout, ça va apporter des cartes histoire. Et moi, les cartes histoire dans Mini Rogue, eh bien, c'est ce qui m'a fait aimer Mini Rogue. En tant que rôliste. Je vous explique. Vous allez tomber sur certaines cartes, certains effets qui vont vous donner un petit symbole d'histoire. Il y a un paquet de cartes histoire, vous allez en tirer une. Il y en a énormément des cartes histoire. Et cette histoire, eh bien, elle va vous donner des choix à faire. Vous trouvez un coffre, il a l'air piégé. Est-ce que vous allez l'ouvrir? Vous pouvez choisir de ne pas l'ouvrir ou de l'ouvrir. Et suivant votre décision, il va se passer des choses. Donc ça rend vraiment le jeu narratif. Alors c'est pas non plus un jeu narratif, mais ça le fait vivre et ça lui donne une excellente rejouabilité. Donc cette petite extension là pourrait bien vous plaire si vous avez aimé Mini Rogue. Et on n'a plus beaucoup de batterie, on va faire une micro pause et on passe à la suite. Petit arrêt au stand pour changer la batterie, et voici la petite nouveauté qu'on voulait vous montrer parce que c'est quand même très rigolo. C'est des puzzles pour fans de musique. C'est pas génial ça? Ils sont vraiment trop cool, franchement. dans des petites boîtes qui ressemblent vraiment à des boîtes de vinyle. Mais ça ressemble à des vinyles. Moi tout à l'heure quand je suis passé, The Division Bell. je me suis dit mais tiens Thomas, t'as acheté des vinyles? Mais complet. Et David Bowie. Incroyable. Quelle idée exceptionnelle. Si vous voulez faire un cadeau sympa, certainement que ça peut vous intéresser. Sans ça, on va passer par là, je crois. Ok. On va parler de Legacy, l'héritage. Alors Legacy fait partie de ces jeux, un peu comme les Flammes d'Alderstein ou comme Codex, l'ultime secret. C'est une boîte à l'intérieur duquel il y a plein de matériel qui va vous forcer, oula, je perds mes mots, qui va vous forcer à élaborer une thèse sur une disparition, sur un meurtre, il se passe plein de choses. Ok. Donc en gros, vous allez pouvoir mettre tout ça, il n'y a pas de règle en fait, vous avez plein d'objets, vous allez dire, ah bah attends, regarde là, il y a peut-être un lien entre ça et ça, et votre but c'est de tracer le parcours d'un de vos ancêtres, pour essayer de trouver un trésor secret qu'il a caché quelque part. Voilà, c'est ce genre de jeu où on sort tout, et puis après on est comme des enquêteurs, on regarde tous les petits papiers, on regarde les petites photos, on regarde les petits objets, et on essaie de trouver du lien entre tout ça. On est vraiment dans quelque chose de très concret, entre guillemets, pour enquêter, et ça fonctionne très bien quand on voit à quel point ça a fonctionné les Flammes d'Alderstein. On doit te voir là, les Flammes d'Alderstein. Coucou. Et donc voici Legacy qui est disponible au magasin. Ok. Ensuite, c'est à toi de nous parler Un du petit commissaire arrêt au souris. stand, jeu enfant avec commissaire chauve-souris de chez ABBA. Eh bien un joli jeu comme c'est le faire Commissaire ABBA. souris. Comment est-ce que ça fonctionne, commissaire souris? Eh bien déjà il faut savoir que c'est un jeu semi-coopératif. On peut le jouer en coopératif si on préfère, mais il est pensé pour être semi-coopératif. Nous jouons donc des commissaires souris. Nous avons la boîte, en fait la boîte de jeu, c'est ce que vous voyez ici qui va servir de plateau. Et vous voyez que eh bien, il y a différents niveaux, il y a des petites salles qui sont sous le plateau. On va s'en servir, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien à chaque tour, on va aller capturer un vilain criminel qu'on va mettre à l'entrée de la boîte, ici. Et puis, on va jeter un dé qui va nous dire de tourner dans une direction ou dans l'autre, ou les deux ont choisi le plateau avec la petite roue centrale. Clac! Dès qu'il y a un nouvel emplacement libre pour un nouveau criminel qui apparaît, eh bien c'est très simple, on va mettre un nouveau criminel, on va relancer le dé, et ainsi de suite. Mais alors le criminel il est caché du coup. C'est ça, à chaque fois qu'on fait tourner la roue, ça va cacher ou faire réapparaître les criminels qui avaient été précédemment mis dans la boîte. Attention, à un moment ou à un autre, quand on va tourner la roue, on va entendre un petit ting. Eh bien ça veut dire qu'il y a un criminel qui est en train d'essayer de s'échapper. Ça veut dire quoi? En fait, il y a un criminel qui a fait un tour complet dans la boîte, et de l'autre côté de la boîte, il y a un petit trou et ting, il tombe au fond. Il va falloir essayer de se rappeler de quel criminel il s'agissait parce qu'ils ont toutes une tête différente. On a ici une petit carnet. Dans mon carnet, j'ai toutes les têtes de criminels. Je vais mettre une petite loupe pour dire, moi je pense que c'est celui qui a une moustache et des lunettes. On va tous voter indépendamment. Puis on vérifie de quel criminel il s'agit. Attention, si personne ne trouve, le criminel a réussi à s'échapper. Et s'il y a trop de criminels qui s'échappent, on perd tous la partie, tout simplement. D'où le côté semi-coopératif. Et par contre, eh bien, pour chaque joueur qui a trouvé de quel criminel il s'agissait, ben déjà il va pas s'échapper, et en plus vous gagnez un point, il faudra faire plus de points que les autres joueurs. Donc une fois de plus, ben, du matériel vraiment de grande qualité, comme ils savent le faire chez ABBA. Le fait de jouer dans la boîte comme ceci, vous voyez à l'intérieur on va mettre nos petits points de score dans notre bureau, donc si moi je gagne un point, et bien je vais aller mettre un petit jeton dans mon bureau, clac, et puis à la fin de la partie on va révéler combien on a de points dans nos bureaux. Je trouve que c'est super bien pensé. C'est très envie élémentaire mon cher Antoine. Hop là. Merci pour cette présentation. Et on va passer derrière le comptoir. Oui, il n'y a pas grand chose derrière le comptoir parce qu'on a dit beaucoup de choses et on est content de cette vidéo. Merci Antoine.
fun. C'est Mais très merci chouette. à toi. Et avant de se quitter, bah, je vais vous présenter déjà le tapis Century. Trop la On a classe. retrouvé, voilà, c'est ça ce qui se passe quand on range un petit peu. Et donc on a 2 tapis Century. Donc pour les fans de Century, c'est un playmat, hein, c'est purement esthétique, mais c'est quand même un petit peu demandé, voilà, et on en a 2. Ensuite, on a le jeu Reflect. Reflect, c'est un jeu basé sur le miroir. On va jouer face à un miroir, on va faire un labyrinthe ou des dessins. Et évidemment, bah, tu sais, quand tu joues face à un miroir, tout est inversé. Donc tu veux monter et en fait tu descends, etc. Donc on va avoir un labyrinthe face à son adversaire. Le premier à sortir du labyrinthe a gagné, ou alors un dessin à faire. Et le premier qui a fait le dessin sans le moins de rature ou sans trop dépasser a gagné. C'est tout bête. Il fallait y penser, mettre en face à face 2 joueurs, un miroir, un cache aussi pour pas qu'on voit réellement ce qu'on fait, mais qu'on ne voit que ce qu'on fait dans le Bien miroir. Donc tout est inversé, c'est rigolo. Si vous cherchez un jeu à jouer avec n'importe qui, Reflect peut faire l'affaire. Yes. On a du Munchkin Warhammer 40 000 extension sauvagerie et sorcellerie. Tout est dit, c'est de l'extension Munchkin, comme toutes les extensions Munchkin, c'est drôle, il y a plein de petites cartes de pouvoirs supplémentaires, de classes supplémentaires, exactement comme ils l'ont fait avec Munchkin dans les donjons. Ok. On a également un retour que vous avez présenté de manière virtuelle, mais là je vous présente la boîte de manière complètement réelle. Alors ça, c'était très attendu. Voici le Draftosaurus, ouais, très très longue rupture. Hein. Si vous avez écouté le professeur René, vous savez maintenant que les ruptures, ça va être un peu notre lot quotidien. Et celle-ci a fait a mis beaucoup de temps avant de revenir en magasin. Donc il est dispo. Super. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais voilà, un jeu qu'on appelle jeu passerelle, qui plaît aussi bien aux familles, aux enfants, aux joueurs un peu aguerris. C'est quand même un jeu bien fichu de draft. Hein. Si vous connaissez la mécanique du draft, on s'échange des choses qui vont tourner autour de la table et après on les pose sur son petit plateau. On a un côté Jurassic Park qui aime bien tout le monde. On a des très beaux petits jetons en bois représentant différents types de dinosaures. C'est une très belle œuvre de Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. La belle équipe. Ouais, la belle équipe. Hein. Et donc la team K démarre. Et voici le Draftosaurus de retour. Et pour faire plaisir à notre grand chef, Jeff, voici le retour de Flamme Rouge. Lui aussi, on l'a attendu. Lui aussi, il avait disparu Ah, c'est très, clair. très longtemps. Flamme Rouge, le jeu sur le cyclisme, le jeu que même si vous n'aimez pas le cyclisme, j'aime pas particulièrement le Tour de France ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est un jeu de gestion de cartes comme ça, très réaliste où vous allez avancer dans un chemin, enfin dans un circuit. Quand vous êtes trop devant, vous allez prendre du vent et vous allez vous épuiser. Donc il y a des cartes qui vont polluer votre deck que vous allez essayer de dépenser lorsque vous serez dans des descentes. Il y a vraiment cette sensation de faire une course. Il faut dire qu'il n'y a que des cartes. Ils ont réussi à faire quelque chose d'assez incroyable, je trouve. Et Je puis, en trouve plus, aussi. ils ont eu la bonne idée de remettre ça au vieux cyclisme des années 30, 40. Ça a son comme charme. Voilà, où il y avait moins de suspicion, etc. Donc Flamme Rouge, c'est de retour en stock et c'est quand même très très chouette. Flamme Rouge. Voilà, il est temps de se quitter, n'est-ce pas? D'ici là, vous pouvez venir nous voir au magasin, ce sont les vacances, on vous accueille avec plaisir. Vous cherchez des jeux pour jouer, il va pas faire beau ce week-end, venez. Vous cherchez des petits jeux transportables, pensez au game. Et évidemment, avant de se quitter, je vais vous dire, ou plutôt comme le dit David de Holibrius Éditions, ceux qui éditent l'excellent Nouvelle Contrée qu'on vous invite très chaleureusement à découvrir. À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.